14 janvier 2011, le président tunisien Ben Ali était renversé par un soulèvement populaire. Le printemps arabe débutait. Cet automne, des élections législatives et présidentielles exemplaires consacraient cette exception tunisienne. Pourtant, le peuple tunisien, qui n'a vu venir aucune des réformes sociales attendues, exprime une profonde déception. Nous sommes partis à sa rencontre. Nous voici au port de Zarzis, une ville située à quelques kilomètres d'une Libye en plein chaos. Comme le reste de la Tunisie de l'intérieur, la région est menacée par la crise, le chômage et l'insécurité. Les 70 000 habitants de Zarzis vivent de l'agriculture, du tourisme et surtout de la pêche. Les pêcheurs de Zarzis sont connus pour rechercher en pleine mer de précieuses éponges. Mais Zarzis reste avant tout une ville d'émigrés. 40 000 d'entre eux vivent en France et aujourd'hui les jeunes veulent partir, même sans papier, comme leurs aînés. Dès l'écroulement de la dictature, les contrôles des douanes et de la garde côtière disparaissent. Les jeunes de Zarzis veulent croire qu'une ligne maritime régulière allait s'ouvrir avec l'Italie. Tous embarqueraient, forts de leur aura révolutionnaire et munis de visas. La réalité fut tout autre. Voici en exclusivité les images du premier chalutier parti des plages de Zarzis en janvier 2011. Ils seront des milliers, sans papier, à embarquer pour Lampedusa. La traversée revient à 3 000 dinars, soit 1 300 €, 6 fois le salaire minimum. Nabil gagnait l'Italie dans la première embarcation qui quitta Zarzis après la Révolution. 6 mois plus tard, il rentrait, faute de travail, et achetait un bateau de pêche. Moi, je suis ici. Au port. Au port. À côté de ici. À côté, c'est pas loin. Ah, mais on a de chance. On a de chance. Il est jeune. Il est passé. Il y a des gens qui sont morts dans la mer. Vraiment, c'est la mer, c'est dur. C'est ça la vie. Voici un des patrons de pêche qui transporta des sans-papiers vers l'Italie et qui est devenu depuis un des véritables parrains du port de Zarzis. Ali nous emmène vers la plage de Ogla, où échouent les épaves venues de Libye. Peu à peu, il évoque les traversées pour l'Italie, où son activité lui a valu 3 mois de prison. Là, regardez, c'est le garde maritime. Les bateaux, là, c'est les bateaux de migration clandestine. Ah oui, qu'ils ont chopé. Oh, ouais, ils ont chopé ceux-là. Il y a des Zodiacs derrière aussi. Vous-même, vous avez été arrêté à Lampedusa. Comment ils se comportent, les policiers italiens? C'est des racistes. Eux, ils prennent l'argent sur chaque immigrateur et toute l'Europe, elle paye l'Italie pour ça. Et toujours, ils demandent l'aide de l'Europe. Et s'ils disent qu'ils ne donnent pas l'argent pour eux, ils vont ouvrir les frontières italiennes comme ça et viennent les clandestins. Et voilà, c'est un bateau qui s'est cassé. Tout le monde était mort. Et les cadavres, ils l'ont sorti les vagues jusqu'ici. Il y en a beaucoup là sur toute la côte. Chaque kilomètre, tu trouves un bateau cassé comme ça, ou bien écoulé, ou bien... Les Libyens, ils mettent les Syriens et les Noirs dans les bateaux. Déjà surcharge, en plus que ça, sans capitaine, sans un connaisseur qui connaît la mer. Il leur donne ni boussole, ni GPS, ni rien. Il leur dit, vas-y comme ça, c'est l'Italie. Et eux, ils ne savent pas, ils voient la lumière sur Zarzis ou sur l'île de Djerba ou quelque chose, ils rentrent ici. Ou bien vivants, ou bien morts. Dans tous les cas, ils ne vont pas arriver en Italie. En 2014, 140 000 clandestins ont tenté de traverser la Méditerranée. Beaucoup en Syrie et en Afrique n'ont pas d'autre choix. Mais la surprise est de découvrir que le rêve des jeunes Tunisiens scolarisés et épanouis est de partir vers la France. Et cela avec la bénédiction de leurs parents. Il
le rêve d'aller en France, faire comme les autres, comme les jeunes. Mais lui, c'est encore petit. Il ne peut pas aller en France. Après, à l'âge de 18 ans ou 20 ans, il a le devoir d'aller en France. Mais pourquoi c'est bien d'aller en France? Et parce que tous les jeunes veulent aller, rêvent que la France et l'Europe, c'était quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose, le paradis ou quelque chose. Sur la terrasse qui domine la maison familiale, nous retrouvons le jeune candidat au départ. Ici c'est pourri, c'est moche, il n'y a que de la merde. En France c'est vraiment propre, la vie est bien là-bas. Là-bas c'est grand, ici c'est un petit pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de 14 ans comme toi qui ont envie d'aller en France pour travailler plus tard? Oui, il y a plusieurs enfants de mon âge qui sont partis en France. J'ai même un ami qui est rentré avec ses papiers régularisés. Ici à Zarziz, ceux qui sont partis en bateau sont tous arrivés. Personne n'est mort, ils sont tous arrivés là-bas. Quel genre de travail tu voudrais faire en France? Je ferais n'importe quoi. On n'a pas d'argent. Alors tu pars quand? Je ne sais pas, quand Dieu voudra. Juché sur la Vespa de son père, Moussa rejoint sur le port son voisin et protecteur, Ali, l'organisateur des transports de clandestins. Lui, il a 4 frères, un père qui travaille maçon, qui est payé par 10 € par jour. Il va faire quoi avec? Il va donner à ses enfants, il va payer le loyer, payer les DF, leur acheter des cahiers. Faire quoi avec ça? Pour ça, il veut partir pour avoir un peu d'argent pour aider sa famille, son père et sa mère qui travaillent dur tous les jours. C'est vrai, Moussa? On a des pétroles. Vous voyez devant vous les flammes des pétroles, mais les Américains viennent les prendre. On a les sels. Les bateaux, là, ils viennent chercher les sels tous les jours. Ils viennent charger les sels Côte-Uzal pour aller en France. Mais dans la pêche, dans le tourisme, il n'y a pas du travail? Il y a pas, il y a du travail, mais c'est payé 200 dinars, c'est 100 € par mois. À quelques centaines de mètres des plages où échouent les épaves venues de Libye, les étrangers continuent à fréquenter les hôtels du pays du jasmin. Désormais, les touristes sont moitié moins nombreux que sous la dictature de Ben Ali. La crise est là. Lorsqu'on s'éloigne de Tunis, les montagnes sont pelées, les routes cabossées et le chemin de fer, construit par les Français, est à l'abandon. Un monde sépare les régions de l'intérieur des plages dorées d'Hammamet, des cafés chics de la Marsa. C'est à Sidi Bouzid que le 17 décembre 2010, le jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu. Son portrait trône au centre de la ville. Plus loin, une statue en pierre de la carriole de Bouazizi est dressée à sa mémoire. Le samedi à Sidi Bouzid, c'est le grand jour du marché. Dans les ruelles surpeuplées, la colère et la frustration sont palpables chez les jeunes, la plupart au chômage et sans perspective. Notre vie ici, c'est zéro. C'est une vie pourrie. C'est de la merde, c'est la misère. Qu'est-ce qu'il pense Mohamed Bouazizi? Bouazizi, il a tout enflammé, mais rien n'a changé. On va faire une autre révolution, si Dieu le veut. À Sidi Bouzid, où les candidats islamistes ont été minoritaires aux dernières élections, la plupart des femmes sont voilées. Certaines portent le niqab.
Bouazizi s'est immolé parce qu'il n'en pouvait plus des contrôles de police. Et la police, elle continue encore les contrôles? Non, c'est plus comme sous Ben Ali. Elle n'embête plus les gens. Alors tu fais quoi toute la journée? J'ai rien à faire. Je traîne. Tu préférerais aller en France? Oui, je préférerais. Le père d'Allah possède un taxi collectif. Comme son fils, c'est un déçu de la révolution. Il regrette le règne de Ben Ali. L'essence, les réparations, la vie quotidienne est chère. À la fin, tu ne gagnes pas d'argent. Avant, sous Ben Ali, il gagnait plus. Oui, c'était mieux sous Ben Ali. C'était mieux. Allah et son père regagnent par une mauvaise route de terre la maison familiale située au cœur d'une superbe campagne. Quelques oliviers et un peu d'élevage de volailles complètent le maigre quotidien. C'est là que vit la famille d'Allah, sa mère, une sœur handicapée, un premier frère gardien de prison et un second Slim, diplômé, mais au chômage, comme lui. Même si tu passes le concours de la police et que tu es compétent, ils te prennent pas sauf si tu as du piston. Même si tu cherches un petit boulot de maçon, on te dit j'ai un cousin, un ami, va voir ailleurs. Partout fout du piston. Les jeunes, les pauvres, ils sont tous à traîner dans les cafés. Après, on se demande pourquoi ils se suicident. Donnez-leur du travail, ils arrêteront de traîner. Ou d'aller dans les montagnes avec les djihadistes. À Sidi Bouzid, on trouve des adeptes de la débrouille, des chômeurs diplômés, quelques soldats perdus du djihad, mais aussi des syndicalistes qui ont encadré la révolte contre Ben Ali et qui se disent aujourd'hui fort déçus. Le dimanche matin, à 2 pas du local de l'UGTT, le grand syndicat tunisien, ils sont nombreux à jouer aux cartes et aux dominos. Des hommes, exclusivement. Est-ce que les citoyens ici croient encore à la politique? Il y a toute une défaillance de la part de l'élite politique ici vis-à-vis de l'opinion publique. L'opinion publique s'est retirée, voilà. Et surtout les élections présidentielles, que lorsqu'on on voit presque 70 candidats se bousculent dans un souk de présidentiel. Yani. Voilà, les gens rient, les gens s'amusent. Voilà. Mais ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus, oui. Le long de la principale avenue de la ville, les immeubles anarchiques s'élèvent sans permis de construire ni autorisation. Une ville comme Sidi Bouzid est devenue un véritable Far West où l'administration n'intervient plus vraiment. Les rares entrepreneurs regrettent d'avoir été abandonnés par le pouvoir central. À Sidi Bouzid, il y a des chefs d'entreprise comme vous qui investissaient dans l'immobilier, qui travaillaient dans le textile comme sous-traitant de Benetton, 300 ouvrières. Et pourtant, il y a un énorme chômage. Pourquoi c'est si difficile de créer de l'emploi ici? Tout d'abord, il y a une absence de l'esprit entrepreneurial dans la région. La région est à vocation agricole et il n'y a pas d'exemple à suivre en termes de création et de prise de risque pour créer une entreprise à Sidi Bouzid. Ça commence à se développer, mais il y a des obstacles majeurs, entre autres les fonds propres. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent en Tunisie quand on voit les installations touristiques côtières. Cet argent, ouais, c'est pour cela qu'il y a eu la révolution. C'est-à-dire que tout l'argent a été investi en infrastructure
et surtout les plans sur les régions côtières, au niveau des régions côtières. Chez nous, il n'y a rien. Quand on parle de la santé, il n'y a rien. Quand on parle de l'infrastructure, même pour une zone industrielle, n'est pas encore achevée. Quand un investisseur arrive pour acheter un lot de terrain industriel, il n'y a pas. La plupart des matériaux qui sont utilisés pour la construction de cet immeuble ont été achetés au marché noir. Le choc politique qui a suivi la révolution a affaibli l'État, diminué les contrôles et fait basculer des pans entiers de l'économie dans une zone grise, aux mains de cartels qui affichent souvent des idées salafistes. La contrebande prospère, notamment à la frontière algérienne, située à 200 km de Sidi Bouzid. On est dans des pays, donc disons, entre guillemets, en voie de développement. Et on oppose souvent le secteur formel et le secteur informel. Les secteurs informels, dans ce type de pays, représentent en gros un tiers de l'économie. C'est-à-dire que l'État n'a pas véritablement d'emprise sur une partie de l'économie, n'arrive pas donc à prélever l'impôt. Et il y a une partie donc qui se transforme en une sorte d'économie de la débrouille, c'est-à-dire pour beaucoup de populations. En Tunisie, on peut dire sur 11 millions d'habitants qu'on a plus d'1 million de personnes qui vivent donc de ce commerce informel. C'est-à-dire on a à la fois des petits trafics au niveau des frontières, c'est-à-dire on a des marchandises qui sont subventionnées dans chaque pays. Donc en Algérie, on a l'essence qui est subventionnée. En Libye aussi, on a l'essence. Et en Tunisie, on a les produits de première nécessité, c'est-à-dire semoule, tous les dérivés donc céréaliers. On a aussi d'autres types de produits alimentaires comme le concentré de tomates, etc. Et on a, en fonction des marchés des différents pays, on a des avantages comparatifs qui se font. Et on a donc un commerce où on a des produits subventionnés qui vont à tel endroit, donc de Tunisie en Libye. On a des produits subventionnés de Libye qui vont là. Et grâce à l'État et aux subventions publiques, on a finalement toute une économie parallèle qui se met en route. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit théoriquement d'exporter ce type de produit, mais les gens le font quand même. Et ce qu'il y avait en même temps, c'est qu'il y avait un contrat implicite qui était fait avec les autorités. C'est-à-dire les autorités disaient, voilà, vous faites votre business, la police prend une petite partie sous forme de pot de vin, la famille règle ça, mais en échange, vous ne faites pas de trafic d'armes, vous ne faites pas de trafic de drogue ou de manière très régulée, et c'est certains types de personnes qui en profitent, et vous surveillez les djihadistes. C'est-à-dire que les petits trabandistes qui passaient aux frontières avaient en gros un périmètre que la garde nationale leur donnait en leur disant voilà, s'il se passe quelque chose dans ce périmètre-là, c'est toi qui en es responsable. Et le grand problème, c'est que quand il y a eu le soulèvement en décembre 2010-2011, tout ce système-là s'est effondré. C'est-à-dire, comme disait un contrebandier, on a eu une forme de démocratisation de la contrebande. En Tunisie, le produit phare de la contrebande est l'essence venue de Libye et d'Algérie. Les stations-service traditionnelles comme Total sont peu fréquentées, parfois même désertées. Sur les grands axes routiers, des jerrycans d'essence de 5 ou 10 litres sont vendus dans des baraquements de fortune construits à la hâte. Sur certaines routes, les postes d'essence improvisés se sont créés tous les 200 ou 300 mètres. Ravis, les jeunes vendeurs affirment gagner fort bien leur vie, comme en témoigne leur large sourire. Combien coûte le gasoil le litre de gasoil dans les stations normales et combien il coûte ici? Les stations normales, ça coûte 1 dinar 250, normal, le gasoil normal. Oui. Ici, ça coûte 1 dinar, parfois 900, parfois 800 millim, parfois 1 dinar 50. Chaque fois, parfois il y en a beaucoup de gasoil, parfois il n'y en a pas. Et en Libye, combien il coûte? 150 millim, les gasoil et l'essence, c'est pareil. Et donc ceux qui vendent là la sauvette, ils se font des grosses marges, des gros bénéfices. C'est bien normal. Oui. C'est bien normal. Il y en a les camions libyens qui viennent ici pour acheter les semis.
Les grands. C'est qui prend le gasoil de la Libye, il l'apporte ici. Et c'est eux qui font les bénéfices principaux? Oui, les bénéfices principaux, c'est là-bas. Ici, c'est pas un grand bénéfice pour celui-ci. Et les stations normales, elles ferment alors ici, non? Non, elles travaillent. Parce qu'il y en a des gens qui n'aiment pas le gasoil de la Libye. C'est toujours du bon gasoil ici? Toujours du bon gasoil. Pour nous, c'est pareil. Voici à Sidi Bouzid le palais version Disney que s'est construit le roi de la bière clandestine. Dans la Tunisie profonde, même l'alcool se vend au marché noir. Nous voici sur ces images tournées en caméra cachée, chez l'un de ces particuliers devenus vendeurs à la sauvette de canettes de bière. Bonjour. Bonjour, ça va? Salam. C'est mieux comme ça. C'est plus pratique. Ça, c'est notre magasin de bière. On n'a pas de supérette ici, c'est pas un marché. Dans la Tunisie profonde, la plupart des bars ont été fermés ces dernières années sur la pression des militants islamistes au pouvoir entre 2012 et 2013. Mais le dimanche matin, des groupes d'hommes se retrouvent sous les oliviers pour partager des bières bien fraîches. L'ambiance est toujours joyeuse. Quelle est la jonction entre ces cartels de la contrebande et les groupuscules djihadistes qu'on a vu apparaître en Tunisie? On n'a plus maintenant de djihadisme pur. C'est-à-dire, on le sait, certains parlent de la farcisation en référence à la Colombie, au phare colombien d'Al-Qaïda. Ce qu'on sait, on sait ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, on sait comment les États se sont rétractés sur leur centre, et des espaces ont commencé à échapper à l'État, où l'État n'a plus pu remplir même ses fonctions régaliennes, je ne parle même pas de ses fonctions de redistribution sociale. Et à ce moment-là, on a eu avec des prétextes identitaires ou des prétextes religieux, des groupes qui ont commencé à prendre ces espaces qui se libéraient et à faire finalement tout le trafic. Il y a certains auteurs qui parlent du développement de la contrebande dans ces espaces-là comme un développement de substitution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le développement n'a plus été possible, il y a eu des problèmes. On est sorti du mythe du développement des années 70 et tout, que l'Afrique allait rattraper, allait être la Californie ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, les contrebandiers ont commencé à avoir une image de résistant en même temps, de résistant à l'autorité centrale. Et en même temps, ils ont commencé à dire, voilà, mais finalement, nous faisons une forme d'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire nous faisons du trafic dans tous les sens, on n'a aucun problème moral par rapport à ça, et à un moment donné, peut-être que ça changera. Et à l'intérieur, donc on a des groupes finalement proches de, disons, djihadisme et dans l'identité, dans l'image, avec certainement des vrais djihadistes à l'intérieur, et qui commencent de plus en plus à contrôler ce type de trafic. On s'interroge pas du pourquoi. C'est pas simplement des motifs idéologiques à notre sens. C'est pas simplement pour affaiblir le tarout, comme disent les djihadistes, donc les tyrans, les mécréants, les forces de sécurité. C'est aussi sans doute pour pouvoir passer certains types de produits, que ça soit la drogue d'un côté, ou que ça soit certainement les armes, ou que ça soit peut-être aussi les cigarettes, parce que ce sont pas des produits dangereux, je veux dire, par rapport à la drogue dure ou alors les armes, mais qui ont quand même beaucoup de plus-value. Est-ce que l'État tunisien peut un jour reprendre le contrôle des frontières? Il n'a pas perdu totalement le contrôle. Le contrôle n'est pas totalement perdu. C'est-à-dire, si l'État avait perdu le contrôle des frontières, on ne serait pas dans cette situation-là. C'est-à-dire, encore ça va. Mais c'est possible qu'il le perde. Sur une centaine d'hectares à la sortie de Sidi Bouzid, sont répandus à ciel ouvert les déchets de la ville, sans que l'État ni la municipalité n'interviennent. Les détritus ne sont plus enfouis dans le sol comme sous le règne de Ben Ali. Les limites de cette décharge sauvage progressent régulièrement sur des terres pourtant fertiles. L'été, l'odeur est parfois nauséabonde.
rendant la vie des étudiants de la cité universitaire toute proche particulièrement difficile. L'île de Djerba, cet écrin qui accueillait cet été 1 million de touristes, est aussi menacée par le désastre écologique. La seule décharge officielle a fermé en 2012. Depuis, les détritus sont répandus dans la nature, sans que l'État, là encore, n'intervienne. On est là à cause de la saleté de tout le rue, de tout le coin sur l'île du Djerba. Djerba, c'est propre et ça va rester toujours propre. Nous, on demande pour l'État tunisien de ramasser les poubelles et le faire sortir de l'île du Djerba. Il ne faut pas le mettre dans la mer, il ne faut pas le mettre dans la terre. C'est un enfouissement partout sur l'île de Djerba, alors que les conventions internationales, vous le savez monsieur... Mais est-ce que les touristes le savent ça? Ils ne le savent pas. Le pire, c'est qu'une grande partie de ces déchets sortent de leurs hôtels. Je connais des hôteliers, des directeurs d'hôtels qui commencent à me parler. Je suis un guide de tourisme, monsieur. Donc, il me dit, vous savez, ces jours-ci, les déchets nous coûtent plus cher qu'à l'époque. Mais qu'est-ce que vous faites? Obligé de louer des tractopelles, des camions pour les enterrer. Mais où? On se démerde, il y a des terrains partout sur l'île. Même le ministre du Tourisme, c'est une Djerbienne. Ça fait 4 mois, elle n'est pas venue à Djerba. Eh oui, c'est une ministre du Tourisme, c'est une Djerbienne. Et 4 mois, elle n'est pas venue à Djerba. Et les touristes, est-ce qu'ils continuent à venir à Djerba? Parce qu'on nous aime. Parce qu'on nous aime. Parce que Djerba, c'est magnifique. Nous aussi, on est chaleureux, on est bien, on est tout ça. Alors. Quatrième cité sainte de l'islam, au cœur du pays, Kérouan s'est construite autour de sa grande mosquée. Le tourisme, l'artisanat et les tapis ont rendu la ville célèbre. Kérouan a toujours été un oasis de prospérité. Pourtant, là aussi, la crise se fait sentir, durement. À l'hôpital de Kérouan, l'équivalent d'un grand CHU français, l'activité de soins est plombée par le manque de moyens et la fuite des cerveaux. Vous n'avez pas été tenté de rester en France? Au départ, oui, peut-être, parce qu'il y a quand même une abondance de moyens, il y a peut-être certaines coordinations. Mais quand on voit le statut qu'on donne aux médecins étrangers, donc j'ai préféré quand même rentrer en Tunisie. Donc c'est mon choix. Donc c'est mon choix. Les tracasseries administratives, la préfecture, non, on est bien utile ici aussi. Quand il y a une opération de patient, quand on a besoin de sang, on a une petite réserve ici, parce que quand même à un certain moment on a eu un couac, donc on a une petite réserve stratégique on va dire, mais on est obligé d'attendre 3/4 d'heure, une demi-heure, voire plus, pour ramener par exemple le sang. On a demandé qu'il y ait une banque du sang, on attend les médecins, parce qu'il n'y a pas de médecins biologistes experts dans ce domaine-là. Le gros souci, et là même la société civile est au courant à Kérouan, c'est qu'on n'a pas de scanner abdominal ici. Imaginez à 3 heures du matin, il pleut, ou on est obligé de sortir un patient pour faire un examen scanographique, disons assez important, ou carrément quand on reçoit un polytraumatisme, parfois on est obligé de travailler à l'ancienne, opérer plus largement les patients que d'aller les explorer, parce qu'on ne peut pas techniquement les opérer. Certaines spécialités, principalement la réanimation chirurgicale, il y a un manque flagrant et c'est l'état de tout le pays donc en Tunisie. Donc il y a un exode massif de ces cerveaux vers la France, ou carrément c'est pour des raisons pratiques aussi, ils préfèrent travailler là-bas pour des raisons salariales, donc ils préfèrent faire carrière en France. Salam alaikum, bonjour. Chouette sahaf, ça va, ça va? Au village, on est dans une situation très grave. Au village de Hamed, c'est ça?
Oui, là-bas on peut mourir sur place. Parce qu'il n'y a aucun dispensaire. On doit faire plus de 50 km pour aller au dispensaire de Zbika. On a une école, mais pas de dispensaire à Hamel. Les médecins de Kérouan sont confrontés également à l'islamisation en profondeur de la société. On a vu, certainement après la Révolution, une poussée assez, disons, une poussée religieuse, parfois qui part dans les extrêmes. Il y a des collègues à moi qui se sont plaints dernièrement, donc c'était en maternité, au service de maternité, où carrément il y a des femmes qui étaient, disons, en niqab et qui ne voulaient pas se faire examiner par l'interne ce qu'on faisait, et c'est très gênant. Et ça s'est concrétisé le jour où il y a une salle, il y a une femme qui était en niqab, et qui a refusé l'examen postpartum, qui est un examen obligatoire pour voir si tout va bien avant de laisser partir. Elle avait accouché de façon tout à fait normale, et l'interne était un garçon, et ils ont refusé de faire. Et on a vu le phénomène contagieux. Donc il y a fait cette femme-là, il y avait 6 ou 7 femmes dans la même salle, et tout d'un coup, les femmes se sont mises à signer non, parce qu'elle a réussi à les convaincre de ne se faire pas examiner. Depuis la Révolution, Kérouan vote en majorité pour les islamistes d'Enarda. Mais la ville a rejeté les salafistes qui ont battu en retraite dans quelques mosquées de banlieue. Le vendredi, des groupes paisibles de fidèles viennent prier à la grande mosquée. Le climat religieux s'est apaisé, à l'image du reste de la Tunisie. Le peuple tunisien est profondément conservateur. Nahda est un parti conservateur. Ok, avec une doctrine islamiste, mais c'est un parti conservateur comme d'autres partis dans le pays. La deuxième chose, c'est que le mouvement islamiste Nahda, qui était avant le mouvement de tendance islamique, dans son combat contre le régime de Bourguiba et de Ben Ali, qui a duré 30 ans, il y en a eu presque 30 000 personnes qui étaient en tôle. Quand on dit 30 000 personnes qui étaient emprisonnées avec toute leur famille, etc., ça fait des liens, ça fait de la masse. Moi, j'ai été incarcéré pendant 5 ans et demi avec ce mouvement et je connais très bien tout le calvaire qu'on a vécu pendant des années et après la Révolution, c'est un soulagement et c'est une récompense. Nahda, comme tous les mouvements islamistes, a toujours misé sur le travail social. Je pense que c'est le parti qui est le plus proche des quartiers populaires, des couches défavorisées, qui arrive à faire du caritatif avec tout ce qui est dans notre religion, qui incite au caritatif, à la fraternité, etc. Et ça crée une véritable implantation populaire. Et après, je dis, malgré la gestion désastreuse des 2 premières années du gouvernement Nahda a eu, grâce à l'habilité, à l'intelligence politique, il faudrait l'avouer, de sa direction, mais surtout de Rganouchi, de pouvoir sortir du pouvoir. Je pense que tout cela laisse que Nahda sera toujours un parti important dans le paysage politique, et je dirais même beaucoup plus. Moi, je pense que les 5 ans à venir, on devrait, pour sauver ce pays-là, pour combattre le problème sécuritaire et nos problèmes économiques, avoir le plus large consensus. Et dans ce consensus-là, il faudrait avoir un parti conservateur comme Nahda, qui n'est pas hégémonique, qui n'est pas hyper puissant, mais qui n'est pas marginalisé non plus, parce que ce n'est pas l'intérêt de ce consensus qu'on voudrait construire ensemble. Nous voici à Sidi Ben Aoun, à quelques encablures des monts Chambi, où sont apparus en 2012 les premiers maquis djihadistes. Une terre aride, le sirocco qui balaie le moindre arbuste, quelques entrepôts de contrebande, des femmes voilées et des hommes en djellaba. Quelques minarets enfin qui dominent des maisons pauvres. Sidi Ben Aoun est le fief du mouvement salafiste tunisien. Dans la rue principale, un groupe de retraités paisibles nous conduit au monument érigé en souvenir des victimes du colonialisme. Ce sont les noms du martyrs de 1952, 1954.
Est-ce qu'on peut s'approcher de la mosquée salafiste? Mieux n'allez pas là-bas. Non. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Même ses fils et les filles, surtout les filles. Et ses amis. Et ses amis, ils ne veulent pas même parler le français. Que le Coran. Et ils peuvent être agressifs si on vient. Je crois. Mais comment? Même violents? Ils sont violents. Ils sont tous agressifs. Ils vont en Syrie, en Irak. Et ils reviennent. Ils reviennent à Cham, les montagnes ici. Vous en connaissez certains? Oui, bien sûr. Tout le monde connaît tout le monde ici. Connaît tout le monde. Parce que la ville n'est pas grande. Les familles connaissent entre eux. Hein? À Tunis, le calme a régné pendant les élections législatives et présidentielles de l'automne 2014. Mais l'inquiétude reste omniprésente chez les forces de l'ordre qui ont découvert des projets d'attentats. Hama Hamami, le chef de la gauche tunisienne, est l'un des plus menacés, au point d'être aujourd'hui sous protection de policiers qui nous emmènent à son domicile. Tu en as vu le Front populaire oui. Je vais m'habiller. Allez. Merci. Ça va? Il y a toujours des menaces depuis pratiquement l'assassinat de notre camarade Chokri Belaïd. Et il y a eu toujours des menaces. J'étais à plusieurs reprises averti aussi bien par les services tunisiens de la présidence, du ministère de l'Intérieur, que par des chancelleries étrangères, entre autres les États-Unis, d'imminentes menaces. Ces derniers temps, on a arrêté 2 Libyens dans un taxi. À quel endroit? Ici, devant l'immeuble où j'habite, avec Radia, avec les filles. Et ces 2 Libyens ont avoué qu'ils sont venus pour commettre un crime. Réellement, je n'ai pas peur. Je suis plus ou moins habitué depuis plus de 40 ans à vivre sous la menace. Avant, mais il faut reconnaître qu'avant, c'était la menace de la torture de la prison. Par la police par la police de Bourguiba, de Ben Ali. Mais maintenant, c'est la menace du terrorisme. Du temps de Ben Ali, les flics étaient là pour me surveiller, pour m'agresser, pour m'arrêter. Aujourd'hui, ils sont là pour me protéger. C'est l'histoire qui avance. Oui, l'histoire donc qui avance. Mais surtout, la sécurité présidentielle, elle est franchement très professionnelle. En bas de l'avenue Bourguiba se trouve le très redouté ministère tunisien de l'Intérieur, le bras armé de l'ex-président Ben Ali. Il a fallu une autorisation exceptionnelle pour avoir le droit de filmer la façade de ce lieu légendaire où les opposants au régime de Ben Ali étaient torturés. Nous sommes reçus par le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité du pays pendant ces derniers mois. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de salafistes violents en prison que lors de votre arrivée? On ne peut pas dire ça, parce que vous savez, les salafistes, quand on parle de salafistes, c'est une nébuleuse. Parce que là, il faut parler du phénomène du terrorisme, qui est comme cet iceberg qui, dont la plus grande partie, la majeure partie, est immergée. Donc il y a ce qu'on appelle ce terreau, qui existait et qui a pu profiter en quelque sorte de ce laxisme, je pense, au niveau des institutions, au niveau de l'État, mais également au niveau de la société, qui s'est petit à petit développé. Mais qui s'est développé dans une optique d'une idéologie. Il ne faut pas l'oublier, que ça répond à une idéologie. Quand on parle de salafistes, ce sont des gens quand même qui appartiennent à une sphère
qui croient en quelque chose de très simple, un message très simple, notamment l'objectif principal, c'est de prendre la place de ce qu'on appelle de l'État, de cette conception de l'État moderne. Nos amis occidentaux croient que ce qui se passe en Syrie constitue un danger réel. C'est vrai que c'est un danger réel, mais il faut remonter, disons, en amont. Nous pensons que pour la Tunisie, il faut aller en amont, c'est la Libye, c'est ce qu'on appelle en fait contre cette couveuse, ce terreau où il y a armes, où il y a extrémisme, où il y a en fait contre les hommes. أما بعد وبلا مقدمات فيا طواغيت تونس أبشروا بما يسوءكم فإن صمت مجاهدي كتيبة عقبة بن نافع على جرائمكم لن يدوم طويلا. Vous avez eu connaissance, paraît-il, à travers certains interrogatoires de terroristes, de projets de voitures piégées contre les personnalités politiques tunisiennes. Oui, contre des personnalités politiques, dans la mesure où ils constituent ce qu'ils appellent, eux, le tarout. C'est ce qu'on appelle les représentants de l'autorité. Ou bien, surtout, en premier lieu, c'est l'armée et la police qu'ils doivent attaquer. Pour eux, il faut qu'il y ait un État faible, facile à abattre, mais également, c'est très important, c'est ce point-là qu'il faudrait saisir, c'est empêcher le processus d'avancer. Parce que pour eux, vous savez qu'avec une stabilisation de la Tunisie, avec ces élections qui réussissent, vous avez un État quand même stable. Viens, Hafed. J'allais m'en aller. Salut, comment ça va? C'est quoi cette poisse que tu as? J'ai pas de chance, ils ne m'ont pas accepté en France. J'ai pas eu ma carte d'étudiant. Dis-moi ce que je peux faire maintenant. C'est un jeune salafiste que j'ai défendu du temps de la dictature de Ben Ali. Parce qu'à l'époque, il n'avait absolument rien fait. Bon, après la révolution, je sais que, je crois l'année dernière, il est allé en Syrie. Il est rentré rapidement, je crois qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Et il a fait un témoignage sur les journaux en disant comment ils ont été traités sauvagement, etc. Figure légendaire de la résistance à la dictature, l'avocate Radia Nasraoui est protégée elle aussi par la police. Elle se rend ce jour-là au tribunal de Bizerte, à 80 km au nord de Tunis, pour dénoncer des atteintes aux libertés publiques qui n'ont pas disparu avec le départ de Ben Ali. Au sein de notre organisation, l'organisation contre la torture en Tunisie, nous recevons constamment, de manière, j'allais dire quotidiennement, des victimes de torture et des victimes de mauvais traitements. Aussi bien dans les postes de police, les postes de la garde nationale, que dans les prisons. Vous pouvez donner des exemples? Ah oui, les exemples sont nombreux de cas de décès, par exemple. Ali Loueti, c'est un jeune prisonnier. Sa maman venait toujours au bureau de l'organisation pour demander qu'on la soutienne. Et ben, il y a 3 ou 4 jours, elle est venue, elle a dit « Mon fils est décédé ». Alors, on ne sait pas s'il est mort parce qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires ou bien parce qu'il a été tabassé. On ne sait pas encore, mais on va suivre cette affaire. Les pratiques les plus sauvages continuent. Dernièrement, une jeune fille qui vient d'avoir le bac, elle doit avoir 20 ans. Elle n'a absolument rien fait. Les agents l'ont rouée de coups. Elle a été traitée de tous les noms. Et même, il y a eu des attouchements, ce que je trouve vraiment condamnable. Moi, je ne veux pas généraliser. Il y a des policiers avec lesquels j'ai eu de longues discussions. Ils sont d'accord avec moi pour dire que la torture doit être éradiquée.
Le vendredi, à l'heure de la prière, sur la place de France, un lieu hautement touristique, on prie jusque dans les cafés. Peu de monde dans les rues, à l'exception de quelques rappeurs révoltés. حطوني في وردة تونس نعطيها وردة الحكومة تاخذ كتلة اعطيني الشمعة السريع عم حبس ما نشدوش كان جا بابا اسمه بوسبيع نحب نتوب نحية الدروب من المكتوب الحبس ما نشوفوش كان جيت ولد سليم جيبوك يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بوك ما شعل فيه النار. Ce clip du rappeur Weldel 15 lui a valu tout récemment un séjour dans les prisons tunisiennes. Il y a la liberté, mais tu peux pas tout dire. Mais tu peux tout dire quand même, si tu veux lâcher une chanson. Il y a des sujets Tu peux partir en prison pour ça, oui. Comme en toi, Tunisie, c'est pas pareil, tu vois. C'est moins de liberté, tu vois. Qu'est-ce que tu peux pas dire dans un clip de rap ici? En Tunisie, tu parles pas de ministère de l'Intérieur, tu parles pas des grosses têtes. Tu parles pas des Qataris, tu parles pas des Saoudiens, tu parles pas de religion, tu parles pas de relations franco-africaines. Ben, tu parles pas des grands sujets, mais en même temps, on parle. Et à cause de ça, on est un petit peu... C'est la pression, les gens te font chier. Qu'est-ce qui a changé depuis Ben Ali alors? Pas gros-chose, hein. Pas un gros-chose. On peut se faire chier pour nous, pour les jeunes, on est 3 jeunes sur la table et tu peux demander, c'est pas grand-chose. Peut-être les policiers sont devenus plus courtois. Avant, ils te disent viens, nique ta mère le carte d'identité. Maintenant, ils te disent s'il te plaît. Lui aussi, il n'a jamais, Tigana, il n'a jamais allé aux prisons avant la Révolution. Il a allé aux prisons après la Révolution, comme moi aussi, tu vois. J'ai un grand problème avec l'injustice tunisienne, tu vois. Ici, on a l'injustice. Il n'y a pas de justice, frère. Si t'as de l'argent, t'as des couilles, tu sors. T'as pas, tu restes en prison. C'est ça la vérité, frère, je te jure. L'antiterrorisme, donc par essence, c'est un discours d'ordre, un discours de sécurité. Et quand on est dans un pays où, en transition, entre guillemets, où l'État essaie de faire des réformes démocratiques, essaie justement d'améliorer les libertés publiques, essaie d'avancer vers une meilleure gouvernance, tout ce qu'on veut, une meilleure transparence, l'antiterrorisme peut être utilisé comme un prétexte pour enlever les libertés publiques de la fraction la plus, disons, frileuse de la population, c'est-à-dire les classes moyennes éduquées. Est-ce qu'on sent cette tentation? Ben, ça se sent, c'est-à-dire qu'on le sent en ce moment un peu partout, mais en Tunisie, ça se sent. C'est-à-dire que quand ça arrive en France ou aux États-Unis, on peut se dire que c'est des choses qui sont temporaires, mais quand ça arrive à des moments clés comme ça, effectivement, on peut se faire du souci, parce que jusqu'où ça peut aller? Si on parle de déception, oui, il y a eu déception, il y a une espèce de réaction, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut continuer. Il faut que les politiciens soient conscients de la situation actuelle du pays et surtout des régions. Il y a une unité nationale aujourd'hui en Tunisie? Unité nationale. Solidarité nationale. Je l'ai vécu beaucoup plus pendant les 9 mois de l'après Ben Ali qu'aujourd'hui, franchement. L'unité nationale, je l'ai vécu beaucoup plus dans le temps. C'est une reconquête alors? Oui, absolument. Il faut reconquérir le cœur des Tunisiens. Voilà ce que les politiciens doivent faire et c'est comme ça qu'on va réunifier les Tunisiens et les remettre ensemble. Nous voici au cœur de la Médina de Tunis, désertée par les touristes, mais qui a retrouvé ces dernières années une réelle créativité. Une génération de photographes et d'artistes investit le patrimoine tunisien, souvent ignoré par le régime précédent. Au palais Kérédine se tient une exposition sur les hammams, ces bains morts qui sont la trace d'une mémoire perdue. On a l'impression qu'il y a beaucoup de scepticisme, de désillusion aujourd'hui en Tunisie par rapport à la révolution de 2011. Comment vous ressentez les choses? Moi, je trouve que d'abord c'est normal.
C'est normal parce que le terme révolution, c'est très romantique. Ça rappelle la révolution française, évidemment, la révolution américaine, la révolution russe. Et donc, les gens comparent les journées, qui paraissent très longues, par rapport à des périodes historiques qui font une page dans les livres d'histoire. Il y a une mauvaise appréciation du temps. Et donc, les avantages qu'on a acquis depuis le 14 janvier, c'est encore chaud, nous sommes en plein dedans. C'est le Libyen qui se rend compte du paradis tunisien, c'est l'Algérien, c'est le Marocain, c'est l'Italien, c'est peut-être le Français. Parce qu'en France, la politique, maintenant, c'est un mécanisme très bien huilé, etc. Par contre, aujourd'hui, la Tunisie, c'est encore un laboratoire. Et donc, tout est encore en train d'être testé. Donc, c'est la première fois qu'on a une élection présidentielle libre. Et donc, retrouver 72 candidats, c'est nouveau. Je suis sûr et certain qu'il y a des millions de personnes de par le monde qui nous envient. Et donc, aujourd'hui, quand on est en plein dedans, évidemment, on rêve à un autre palier. Et c'est normal, le bonheur, c'est ça. Si je rêve d'avoir une voiture, le jour où j'ai une voiture, j'aimerais avoir une caravane. Le jour où j'aurai une caravane, je rêve d'avoir une résidence secondaire, etc. Et donc les Tunisiens sont exactement dans cette situation-là. Ils sont heureux, mais ils ne le savent pas encore.